-4 pour le démarrage de la Coupe d'Afrique des Nations 2015. La Guinée équatoriale met les bouchées doubles pour contrer toute éventuelle apparition d'Ebola. Quatrième édition de la foire des produits maraîchers d'Agadez. Cet événement en cours au Niger a pour but de promouvoir les produits locaux. Au Sri Lanka, une petite église se prépare pour accueillir la visite du pape François. C'est un lieu considéré comme havre d'harmonie religieuse. À toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans ce rendez-vous des informations sur SICA. Du 10 janvier dernier et jusqu'au 10 février prochain, Niamey accueille la 4e édition de la foire des produits maraîchers de la région d'Agadez. Cette foire du Made in Niger vise à encourager la production et la consommation de produits locaux. Plus de précisions dans ce reportage de notre correspondant à Niamey, Abdul Karim Mohamedou. C'est la 4e année consécutive que ces maraîchers de la région d'Agadez organisent cette foire agricole à Niamey. C'est le plus important marché pour eux car il leur permet de couler leurs produits dont la particularité est d'être de meilleure qualité que ceux de toutes les autres régions du pays. Agadez est une zone désertique mais demeure aussi une zone de maraîchage par excellence en raison de ses oasis et de ses terres très propices à de telles cultures. Dans les stands d'exposition vente de la pomme de terre, des oranges, pamplemousses, oignons, ail, des produits très appréciés par la clientèle. C'est un avantage d'organiser cette foire à Niamey selon les maraîchers. Les produits s'écoulent très vite, mais c'est aussi une façon d'interpeller les plus hautes autorités pour un appui conséquent aux maraîchers de la région d'Agadez qui produisent plus qu'il n'en faut pour la région. Pour les maraîchers d'Agadez, leur politique vise à garantir l'autosuffisance alimentaire des Nigériens. Il s'agit de donner suite au programme 3N. Les Nigériens nourrissent les Nigériens du président de la République, Issoufou Mahamadou. La CAN 2015 aura bel et bien lieu en Guinée équatoriale. Le Maroc s'étant retiré du jeu par crainte du virus Ebola. Jusqu'à présent épargné par l'épidémie, le petit pays d'Afrique centrale assure avoir pris toutes les mesures nécessaires d'un point de vue sanitaire pour faire face à l'afflux des supporters. Malgré Ebola, elle aura bien lieu. Malgré le virus qui a déjà fait plus de 8000 morts dans l'ouest du continent, la Coupe d'Afrique des Nations a été maintenue, mais pas là où elle aurait dû se jouer. Le Maroc s'est retiré de la partie se disant incapable de faire face à l'afflux de supporters que génère un tel événement. Je crois qu'on n'est pas outillé et je vois mal le pays qui est outillé aujourd'hui pour pouvoir assurer le suivi, la sécurité et le contrôle d'un nombre aussi important que ça. C'est aussi l'avis de nombreux opposants en Guinée équatoriale qui ont dénoncé la décision de leur président d'organiser la CAN à la place du Maroc. Ce petit pays situé entre le Cameroun et le Gabon a été jusqu'ici épargné par l'épidémie qui a touché près de 21 000 personnes, essentiellement en Sierra Leone, au Libéria et en Guinée, seul de ces 3 pays à s'être qualifiés pour la CAN. Et le gouvernement assure que la situation ne changera pas avec l'arrivée d'équipes et de supporters venus de tout le continent. Nous allons appliquer les consignes de l'Organisation mondiale de la santé pour que la prévention soit au cœur de ce que fait le Comité national de vigilance d'Ebola en Guinée équatoriale. Des tests de température seront effectués sur tous les passagers à leur descente d'avion à Malabo, la capitale. 3 centres d'isolement pour d'éventuels cas suspects devaient être construits et le gouvernement guinéen a recruté 50 médecins cubains pour renforcer son dispositif de prévention. Malgré la menace Ebola, aucun pays ou joueur n'a refusé de prendre part à cette Coupe d'Afrique des Nations. En Grande-Bretagne, l'infirmière britannique contaminée par le virus Ebola n'est plus dans un état critique. L'hôpital où l'infirmière de 39 ans est hospitalisée depuis fin décembre a indiqué qu'elle montre des signes d'amélioration. Mais elle reste néanmoins dans une unité d'isolement puisqu'elle reçoit toujours des soins spécialisés contre le virus Ebola.
Les belligérants sud-soudanais se sont rencontrés à Khartoum lundi pour des pourparlers sous l'égide de la Chine. Ils se sont accordés pour œuvrer immédiatement à mettre un terme aux hostilités ravageant leur pays depuis un an. Le chef de la diplomatie soudanaise, Ali Karti, à l'issue de la rencontre, a indiqué que les deux camps se sont par ailleurs entendus pour accélérer le rythme des négociations afin de former un gouvernement de transition. Au Cameroun, de nombreux combattants du groupe islamiste nigérien Boko Haram ont lancé une attaque lundi contre une base militaire dans le quartier administratif de Kolofata, dans le nord-ouest du pays. Cette attaque a provoqué la fuite de nombreuses personnes selon des sources policières camerounaises. Très tôt dans la matinée de ce lundi, l'armée camerounaise a affirmé que l'attaque de Kolofata a été repoussée par ses hommes. Selon elle, les membres du groupe Boko Haram ont ciblé notamment la base militaire de la ville. Les combats étaient intenses, mais ils ont été repoussés. Nous avons fait des victimes dans leur camp. Il n'y en a pas eu de notre côté, a affirmé un responsable du bataillon d'intervention rapide, unité d'élite de l'armée camerounaise. Aucun autre bilan sur d'éventuelles victimes de l'attaque n'était disponible ce lundi en milieu d'après-midi. Rappelons que la semaine dernière, le chef de Boko Haram, Aboubakar Shekau, avait menacé dans une vidéo postée sur YouTube le président camerounais Paul Biya. Les djihadistes de Boko Haram se sont emparés ces derniers mois de plus d'une vingtaine de localités dans le nord du Nigeria, proclamant un califat dans les zones sous leur contrôle et faisant par moments des incursions sur le territoire camerounais. En décembre dernier, l'armée camerounaise a mené pour la première fois des frappes aériennes contre Boko Haram. Kolofata a été plusieurs fois la cible de Boko Haram, notamment en juillet 2014 où plusieurs personnes avaient été tuées. 27 personnes, dont l'épouse d'un vice-premier ministre, avaient été enlevées puis libérées après plusieurs semaines de captivité. Et toujours au sujet des exactions de Boko Haram, Amnesty International est monté au créneau. Selon cette organisation internationale en charge de la défense des droits de l'homme, la récente attaque contre la ville de Baga, dans le nord-est du Nigeria, est probablement l'une des plus meurtrières perpétrées par le groupe terroriste Boko Haram. On écoute Daniel R. Il est chercheur sur le Nigeria au niveau d'Amnesty International. La semaine dernière, Boko Haram a attaqué la ville de Baga dans le nord-est du pays. Ils ont rapidement pris le dessus sur une base militaire en dehors de la ville et sont entrés dans Baga, tuant des civils alors qu'ils essayaient de fuir. Ils sont allés de maison en maison, sortant les jeunes hommes en âge de se battre et les ont tués dans les rues. De nombreux témoins nous ont raconté comment Boko Haram cible délibérément les civils et a attaqué non seulement la ville de Baga, mais est allé dans d'autres villes de la région et a continué à tuer. Sur la base de ces témoignages, nous pouvons dire que des centaines de civils sont morts dans l'attaque, si ce n'est pas plus, et des milliers sont des déplacés. Les personnes qui sont déplacées sont maintenant en sécurité à Maïdougouri, la capitale régionale, et aussi à la frontière avec le Tchad. Ces 12 derniers mois, nous avons vraiment connu une escalade du conflit dans le nord-est du Nigeria. En 2014, nous pensons que plus de 4000 personnes ont été tuées par le groupe, la plus grande partie étant des civils. L'attaque de Baga est donc la dernière d'une série d'attaques menées par le groupe et qui est en réalité la plus meurtrière. Nous avons donc connu une escalade de la violence ces 12 derniers mois et actuellement, plus de 20 villages et villes importantes sont sous le contrôle de Boko Haram. Investiture du nouveau Parlement mozambicain hier, la cérémonie boycottée par la Renamo s'est déroulée en l'absence de la totalité des 89 élus de ce principal parti d'opposition. La présidente du Parlement a été également réélue. Les détails. La Renamo, principal parti d'opposition de Mozambique, a boycotté ce lundi l'investiture du nouveau Parlement alors que son leader, Afonso Dhlakama, conteste toujours les résultats et menace de créer une république autonome dans le centre et le nord du pays. La cérémonie s'est déroulée en présence de 159 députés sur 250 élus au scrutin d'octobre dernier. La totalité des 89 élus Renamo étaient absents. Ce boycott n'a pas empêché Véronica Makamo de Frelimo d'être réélue présidente de l'Assemblée. Une réélection avec 142 voix et 17 blancs émanant vraisemblablement des élus du Mouvement démocratique du Mozambique, une autre formation d'opposition qui a obtenu 17 sièges. La semaine dernière,
Afonso Dhlakama avait appelé au boycott de la nouvelle assemblée, réclamant la mise en place d'un gouvernement d'union nationale suite aux élections présidentielles et législatives du 15 octobre, truquées selon lui. D'après les résultats proclamés par le Conseil constitutionnel, le Frélimo, au pouvoir depuis l'indépendance en 1975, a remporté les 3 scrutins présidentiels, législatifs et provinciaux, conservant la majorité à l'Assemblée nationale avec 144 sièges sur 250. La Renamo, après une campagne de dernière minute et 2 années de rébellion armée dans le centre du pays, s'est cependant refait une santé, passant de 51 députés à 89. Jeudi, le nouveau président du Mozambique, Felipe Nyusi, ministre de la Défense depuis 2008 et élu avec 57% des voix en octobre, doit prêter serment. Une petite église nichée dans la jungle au Sri Lanka, considérée comme havre d'harmonie religieuse, dans une zone longtemps déchirée par la guerre, se prépare à recevoir le pape François, porteur de son propre message de paix. Une petite église que nous vous proposons de découvrir. Un lieu de culte au cœur de la jungle, bientôt sous le feu des projecteurs. L'église Notre-Dame de Madhu, dans le nord du Sri Lanka, est l'un des sites catholiques les plus sacrés du pays. Les pèlerins n'hésitent pas à faire des kilomètres pour venir s'y recueillir. Un visiteur de marque s'apprête à les rejoindre, le pape François, dans le cadre de sa tournée de 3 jours au Sri Lanka. C'est le site le plus sacré, c'est pour ça que les gens viennent. C'est pour ça que des personnes d'autres religions, bouddhistes, musulmanes, viennent aussi. Elles ne vont pas à d'autres églises, c'est une église pour tous, et c'est pour ça que le pape vient ici. Sa visite intervient dans une zone déchirée pendant des décennies par les conflits. Vieille de 450 ans, la statue de la Vierge Marie a manqué d'être détruite lors des affrontements opposant séparatistes tamouls et forces du gouvernement lors de la guerre civile qui s'est achevée en 2009. L'armée a voulu prendre la ville de Madhu, qui était sous contrôle des séparatistes tamouls. Donc ils se sont battus, et c'est pour ça que nous n'avons pas pu rester là, parce que les affrontements se sont intensifiés dans l'église. J'ai dû prendre la statue et toutes nos affaires, et quitter cet endroit jusqu'à ce que le conflit soit fini dans la zone. Les préparatifs pour la visite du pape durent depuis 6 mois. Une chapelle a été construite pour l'occasion, et quasiment prête à recevoir sa bénédiction. Nous construisons une plateforme d'atterrissage pour hélicoptères et une route. Et avec d'autres équipements, nous sommes en train de rénover les sanitaires et autres structures nécessaires pour les visiteurs. Nous attendons plus de 600 000 personnes. Les catholiques représentent environ 6% des 20 millions d'habitants de ce pays à majorité bouddhiste. La dernière visite d'un pape au Sri Lanka remonte à 1995, en pleine guerre civile. Celle-ci est l'occasion pour la nation, qui vient d'élire un nouveau président issu de l'opposition, d'afficher son unité, tout juste retrouvée. Voilà, ce sera tout pour cette édition que nous vous remercions d'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur Sika. Au revoir.